Mes parents sont furieux que je ne les ai pas consultés pour l'achat de ma maison. Ils avaient prévu que ma sœur avec son mari et leurs 3 enfants emménagent chez moi. J'ai donc dit non et j'ai coupé tout contact avec eux. Le voyant de notification de mon téléphone a clignoté à 23h51. C'était la seule lumière dans mon chalet. C'était une balise d'intrusion perçant le profond silence du Colorado. Le message venait de ma mère au lit. Il ne disait pas bonjour. Il ne demandait pas si j'étais éveillé. Il disait, le code ne fonctionne pas. Alexis est morte de froid. Ouvre le portail. Fin de citation. Je ne me suis pas levé. Je n'ai pas paniqué. J'ai simplement ouvert l'application de sécurité sur ma tablette d'un glissement de doigts. Le flux de vision nocturne granuleux montrait ma sœur grelottant près du clavier au bas de mon allée. Mais elle n'était pas seule. Derrière elle tournait au ralenti un camion de déménagement de 26 pieds. Il recrachait des gaz d'échappement gris dans l'air pur des montagnes. Ils n'étaient pas venus en visite. Ils étaient venus pour conquérir. Avant de voir comment Julia gère cette invasion, laissez un commentaire. Dites-moi d'où vous écoutez et quelle heure il est pour vous en ce moment. J'aimerais savoir qui fait partie de notre communauté. Je n'ai pas répondu par message. Je n'ai pas appelé pour demander des explications. Dans mon travail d'actuaire de données, nous sommes formés pour examiner les variables et prédire les résultats. La variable ici était un camion de 26 pieds tournant au ralenti sur ma propriété à minuit. Le résultat si j'ouvrais ce portail était une occupation permanente. Mes parents et ma sœur n'étaient pas venus pour des vacances. Ils étaient venus parce qu'ils avaient réduit leur propre vie en cendres. Ils avaient décidé que mon sanctuaire serait leur police d'assurance. Je regardais l'écran. Ma sœur Alexis tapait du pied dans la neige. Elle faisait de grands gestes vers son mari Alexander. Il était adossé au camion avec un air abattu. Ils attendaient que le portail s'ouvre. Ils attendaient que je joue mon rôle. Le rôle de la belle-sœur silencieuse qui absorbait le chaos de la famille pour les soulager. D'un tapotement, le flux de la caméra a disparu. Il a été remplacé par le panneau d'administration de ma maison intelligente. J'ai fait défiler jusqu'à l'onglet de sécurité. Il y avait le code invité que j'avais donné à ma mère il y a 2 ans pour les urgences. Mon doigt a survolé l'icône de la corbeille. Je n'ai pas hésité. J'ai appuyé sur supprimer. Ensuite j'ai appuyé sur confirmer. La commande numérique a volé à travers les câbles à fibre optique enterrés sous le sol gelé. Cela a rompu le seul lien qu'ils avaient avec ma chaleur. Sur l'écran j'ai vu Alexis taper à nouveau le code sur le clavier. Puis encore. Ensuite elle a donné un coup de pied au poteau métallique. Ils étaient pris au piège. Le chemin privé menant à mon chalet était long de 5 miles. Il était étroit et verglacé. Il n'y avait pas de réseau cellulaire au fond de la vallée. Seul le système d'interphone était connecté à ma maison. L'interphone a bourdonné. C'était un son strident et exigeant dans mon salon silencieux. Je me suis approché du panneau mural. J'ai baissé le volume au minimum. Le silence est revenu. J'ai décroché mon téléphone fixe. C'était leur seule issue. J'allais en dicter les conditions. J'ai composé le numéro du département du shérif local. J'ai gardé ma voix calme et professionnelle. Je l'ai vidé de toute culpabilité familiale. J'ai dit au répartiteur que des intrus bloquaient ma route d'accès privé. Je n'ai pas dit ma famille. Je n'ai pas dit ma mère. J'ai dit des intrus. Aux yeux de la loi, c'est exactement ce qu'ils étaient. Pendant les 20 minutes suivantes, je suis resté près de la fenêtre. Je regardais les feux arrière rouges du camion se fondre dans la neige tombante. Mon téléphone vibrait sans cesse sur la table. C'était un battement de cœur frénétique que je refusais de reconnaître. Je ne les ai pas encore bloqués. J'avais besoin de preuves de leur escalade. Quand les lumières stroboscopiques bleues et rouges de la voiture du shérif ont percé l'obscurité, j'ai ressenti une vague de froide satisfaction. J'ai regardé sur l'écran le shérif adjoint sortir. J'ai vu mon père Jeffrey descendre du camion. Il agitait les bras en pointant vers mon chalet. Il essayait d'expliquer la situation. Il essayait de charmer le policier. Il essayait d'utiliser l'autorité qu'il avait exercée sur moi toute ma vie. Mais ici, sur le flanc d'une montagne à minuit, son autorité était une monnaie sans valeur. L'adjoint a pointé du doigt la route. Partez maintenant.
Je les ai regardés remonter dans leur véhicule. Le camion a commencé un demi-tour maladroit et dangereux sur la piste étroite. Alors qu'il s'éloignait pour disparaître au tournant, je ne me sentais pas exactement en sécurité. Je me sentais efficace. J'avais identifié un risque et je l'avais atténué. Le départ du shérif a marqué la fin de la crise immédiate. Mais le silence qui a suivi était lourd de questions sans réponse. Pourquoi avais-je été si brutal? Pourquoi ne pas leur avoir simplement parlé? Pourquoi ne pas leur avoir donné une chance? Je me suis assise à mon bureau et j'ai ouvert une nouvelle feuille de calcul. Ce n'était pas pour le travail. C'était pour ma santé mentale. Je l'ai intitulé le coût de la survie. La plupart des gens regardent ma vie avec mon chalet payé et mon compte d'épargne et mes soirées tranquilles. Ils appellent cela de la chance ou un privilège ou peut-être juste de l'égoïsme. Ils voient le résultat. Mais ils ne voient pas la chaîne invisible que j'ai forgée. Je l'ai forgé maillon par maillon douloureux pour me sortir du trou que ma famille avait creusé pour moi. Ligne 1. Date 15 janvier il y a 7 ans. Dépense 45 000 €. Description: consolidation des dettes de carte de crédit d'Alexis. Je l'ai tapé en fixant le chiffre. J'avais 22 ans à l'époque. Je sortais tout juste de l'université. Je travaillais 80 heures par semaine comme analyste junior. Je vivais dans un appartement en sous-sol sans fenêtre pour économiser sur le loyer. Alexis vivait dans un loft en centre-ville. Elle publiait des photos de sa vie d'abondance tout en se noyant dans les paiements d'intérêt. Mes parents m'avaient appelé en pleurant. Elle sera ruinée, Julia. Elle n'aura jamais de travail avec cette cote de crédit. Tu as des économies. Aide-la. Alors je l'ai fait. J'ai vidé mon compte. J'ai acheté sa liberté avec mon travail. Ligne 2. Date 10 mars il y a 5 ans. Dépense 12 000 €. Description: réparation d'urgence de la maison des parents. Il s'avère que l'urgence était la rénovation d'une véranda qu'ils ne pouvaient pas se permettre. Ils n'ont pas demandé. Ils m'ont juste envoyé la facture de l'entrepreneur. Je l'ai payée parce que c'est ce que fait la bonne fille. J'ai continué à taper. La liste s'est allongée. L'argent de la caution pour la jeune entreprise ratée d'Alexander. L'acompte sur une voiture dont Alexis avait besoin pour son image de marque. Ce n'était pas seulement de l'argent. C'était ma vie. Chaque euro que je leur donnais était une heure passée à fixer des feuilles de calcul pendant que mes amis sortaient. Chaque chèque que j'écrivais était une vacance que je ne prenais pas. C'était une robe que je n'achetais pas. C'était un risque que je ne prenais pas. Je me suis arrêté de taper et j'ai regardé par la fenêtre les pins recouverts de neige. Les gens me traitent de radine. Ils me traitent de froide. Ils ne comprennent pas que pour moi l'argent n'est pas une monnaie. C'est de l'oxygène. Dans une famille qui me considérait comme un service public et une batterie à vider jusqu'à l'épuisement, mes économies étaient la seule chose qui prouvait que j'existais pour moi-même. Ma frugalité n'était pas une manie. C'était un mécanisme de survie. C'était la seule façon de racheter des morceaux de mon propre avenir. Ensuite, la dernière entrée. Date il y a 1 mois. Événement: l'expulsion. Je ne le savais pas à l'époque. Je l'ai découvert plus tard par un voisin. Mes parents avaient co-signé le bail d'Alexis à Chicago. Quand elle a cessé de payer son loyer pour financer sa marque de style de vie, le propriétaire a menacé de la poursuivre en justice. Mes parents étaient terrifiés par le coût financier. Ils ont négocié une rupture de bail. Ils ont accepté de libérer l'appartement d'ici le 1er février. Ils ne me l'ont pas dit. Ils n'ont pas demandé si j'avais de la place. Ils ont juste présumé. Ils ont présumé que la bonne fille et la sœur intelligente avec le travail stable et la vie tranquille absorberaient naturellement le désastre. Ils ont annulé son bail parce qu'ils croyaient que ma maison était déjà la leur. J'ai fermé l'ordinateur portable. L'écran est devenu noir et a reflété mon propre visage. Je n'avais pas l'air d'une victime. J'avais l'air d'une actuaire qui avait enfin équilibré l'équation. J'avais passé 7 ans à acheter ma liberté. Ce soir-là, j'ai simplement refusé d'émettre un remboursement. Le soleil s'est levé sur la ligne de partage des eaux continentales. Il peignait la neige dans des tons de rose violent et d'or. C'était le genre de matin qui me faisait habituellement faire une pause et respirer. J'étais reconnaissante pour l'isolement.
Mais aujourd'hui le silence à l'intérieur du chalet a été brisé par le bourdonnement de mon téléphone contre la table en pin. Le siège numérique avait commencé. Je n'ai pas pris le téléphone pour répondre. Je l'ai pris pour collecter des données. La première notification venait de l'application de photos. Ma sœur Alexis avait publié une vidéo il y a 3 heures. Elle comptait déjà 12 000 vues. J'ai touché l'écran. La vidéo s'ouvrait sur un gros plan du visage d'Alexis. Il était artistiquement strié de larmes de mascara. Elle était enveloppée dans une fine couverture de motel. Elle grelottait pour la caméra. La légende disait, abandonnée par ma propre sœur dans les montagnes glaciales. Je l'ai regardée avec un détachement clinique. Nous voulions juste la voir. Alexis sanglotait dans l'objectif. Nous avons conduit toute la nuit pour lui faire une surprise pour les fêtes. Elle nous a enfermés dehors. Elle a appelé la police pour ses propres parents. Nous sommes coincés dans un motel sans rien. Elle n'a pas mentionné le camion de déménagement. Elle n'a pas mentionné le camion de 26 pieds rempli de ses meubles qui était garé sur le parking du motel. Elle n'a pas mentionné qu'elle avait annulé son bail à Chicago sans me demander si j'avais de la place. Dans son récit, elle était la petite fille aux allumettes et j'étais la cruelle aubergiste claquant la porte. Les commentaires affluaient comme une avalanche. Votre sœur est un monstre, a écrit un utilisateur. Qui fait ça à sa famille, a écrit un autre. Des inconnus qui ne savaient rien de ma vie me diagnostiquaient comme narcissique et sociopathe et méchante. Puis sont venus les messages de mes parents. Ils ne lisaient pas les commentaires. Ils coordonnaient l'assaut. Ma mère Oli a envoyé une capture d'écran d'un reçu. Nous sommes au motel à Silverthorne. Le tarif est de 180 € la nuit. Nous avons besoin de 2 chambres. Tu dois nous envoyer 500 € immédiatement pour couvrir cela et la nourriture. C'est de ta faute, Julia. Répare ça. J'ai posé le téléphone et j'ai regardé le paysage gelé. Une version plus jeune de moi aurait paniqué. J'aurais ressenti le poids écrasant de la culpabilité. C'était la réponse programmée à la déception de ma mère. J'aurais pensé que j'étais peut-être le monstre. Peut-être avais-je réagi de manière excessive. Mais je n'étais plus cette personne. J'ai regardé la situation à travers le prisme de ma profession. Dans l'analyse des risques, vous devez comprendre la cause profonde d'une défaillance pour éviter qu'elle ne se reproduise. J'ai réalisé alors que mes parents n'étaient pas fous. Ils n'étaient pas des méchants de dessins animés se tordant les mains. C'était quelque chose de bien plus insidieux. Ils étaient conditionnés. Pendant 30 ans, ils avaient fonctionné dans un système familial où mon rôle était le réparateur et le rôle d'Alexis était la star. Ils avaient normalisé un type spécifique de cruauté. C'était la cruauté de l'extraction. Pour eux, mon argent et mon temps et ma maison étaient des biens communs. Ils croyaient sincèrement que mon refus de les laisser emménager n'était pas une limite. C'était un vol. Dans leur logique tordue, je volais leur filet de sécurité. Ils n'étaient pas en colère parce que je leur manquais. Ils étaient en colère parce que l'appareil qu'ils utilisaient pour résoudre leurs problèmes avait cessé de fonctionner. Comprendre cela ne m'a pas fait leur pardonner. Cela m'a fait réaliser que la négociation était impossible. Vous ne pouvez pas raisonner avec un système qui considère votre indépendance comme un acte d'agression. Je n'ai pas répondu au message. Je n'ai pas commenté la vidéo. J'ai pris une capture d'écran de la vidéo en m'assurant que l'horodatage était visible. J'ai pris une capture d'écran de la demande d'argent de ma mère. Je les ai enregistrés dans un dossier sur mon lecteur cloud étiqueté preuve. Ensuite, j'ai ouvert mon ordinateur portable. Il était temps d'arrêter de jouer en défense. Dans le monde de la science actuarielle, lorsqu'un passif devient trop volatile, vous ne discutez pas avec lui. Vous vous assurez contre lui. J'ai arrêté de traiter cela comme une querelle de famille et j'ai commencé à le traiter comme une prise de contrôle hostile d'entreprise. J'ai fermé l'onglet. J'ai mis le fil de discussion en sourdine. Je me suis assise droite dans ma chaise ergonomique et j'ai engagé la partie de mon cerveau réservée aux audits à enjeux élevés. Je n'ai pas cherché de thérapeute familial. J'ai cherché un avocat spécialisé en droit immobilier dans le Colorado. Plus précisément un avocat réputé pour l'application agressive des limites. J'ai trouvé un homme nommé Robert. Ses critiques le décrivaient comme cher mais redoutable. J'ai composé son numéro. Les frais de consultation étaient de 300 € de l'heure. Ce fut le meilleur argent que j'ai jamais dépensé.
Pendant les 2 heures suivantes, les sentiments étaient des variables non pertinentes. J'ai traité des faits. Je lui ai transféré l'acte de propriété du chalet uniquement à mon nom. Je lui ai transféré les images de sécurité du camion bloquant ma route d'accès. J'ai transféré les captures d'écran de la demande d'argent de ma mère et de la diffamation publique d'Alexis. Robert n'a pas offert de sympathie. Il a offert une stratégie. À 12.00 nous avions rédigé une ordonnance formelle de cessation et d'abstention. C'était un document magnifique. Il était lourd de jargon juridique et d'une finalité absolue. Il déclarait clairement qu'il était définitivement interdit à Oli et Jeffrey et Alexis et Alexander d'entrer sur ma propriété. Il soulignait que toute tentative ultérieure d'accéder au lieu serait traitée comme une intrusion criminelle. Il comprenait également une clause concernant le harcèlement numérique. Il notait que toute nouvelle diffamation publique entraînerait des poursuites en dommages et intérêts. J'ai réalisé alors que non est une phrase complète. Mais la lettre d'un avocat sur du papier à en-tête officielle est un signe de ponctuation qui ne peut être ignoré. Elle transforme une demande en une exigence. Elle dépouille la manipulation émotionnelle du « mais nous sommes une famille ». Elle la remplace par la froide et dure réalité du « vous êtes des accusés ». Ensuite j'ai tourné mon attention vers le front numérique. Je n'ai pas commenté la vidéo d'Alexis. Je n'ai pas interagi avec les provocateurs qui me traitaient de monstre. J'ai utilisé les propres outils de la plateforme contre eux. J'ai signalé la vidéo pour harcèlement et divulgation de données personnelles. J'ai cité les horodatage spécifiques où elle a révélé mon emplacement général. J'ai contacté l'équipe d'assistance pour la page de collecte de fonds qu'Alexis avait mise en place à la hâte. Elle disait vouloir aider la famille à survivre à l'hiver. Je l'ai signalé pour fraude. Il n'était pas en fait bloqué sans ressources. Il séjournait dans un motel avec une carte de crédit que je savais que mon père possédait. À 14.00 la vidéo a été retirée pour violation des directives de la communauté. La page de collecte de fonds était en cours de révision. Le bruit numérique qui m'avait hurlé dessus toute la matinée a été soudainement et brusquement réduit au silence. J'ai imprimé la lettre de cessation et d'abstention. Le bourdonnement de l'imprimante était le seul son dans la pièce. Je l'ai signé d'une main ferme. Je l'ai numérisé et je l'ai envoyé par courrier électronique à mes parents et à ma sœur. Je n'ai pas ajouté de ligne d'objet comme « je suis désolé » ou « s'il vous plaît comprenez ». Je l'ai simplement intitulé « avis de poursuite judiciaire ». Je me suis adossé à mon siège et j'ai regardé la neige tomber à l'extérieur. J'avais construit une forteresse. Elle n'était pas seulement de bois et de pierre mais de papier et de droit. Ils voulaient une réaction. Ils voulaient des larmes. Au lieu de cela je leur ai donné un pare-feu. Je n'étais plus leur fille ou leur sœur. J'étais la plaignante. Robert a appelé 3 jours plus tard. Sa voix était sinistre. Elle était dépouillée de la distance professionnelle habituelle que gardent les avocats. Julia a-t-il dit. J'ai trouvé quelque chose en tirant les registres de propriété pour enregistrer la cessation et l'abstention. C'est important. J'ai mis le téléphone sur haut-parleur et j'ai ouvert mon ordinateur portable. Dites-moi. Votre sœur Alexis a-t-il commencé à enregistrer une société à responsabilité limitée il y a 3 mois? Retraite de l'âme des montagnes. L'adresse commerciale enregistrée n'est pas son appartement à Chicago. C'est l'adresse de votre chalet. J'ai senti le sang quitter mon visage. Quoi? C'est pire, a-t-il continué. J'ai fait une recherche sur le nom de l'entreprise. Elle a un site web. Elle vend des billets. J'ai tapé le nom dans mon navigateur. Le site s'est chargé instantanément. C'était une page élégante et conçue par des professionnels. Elle présentait des photos de montagnes et des poses de yoga et des citations sur le bien-être holistique. Et là au centre sous l'onglet des prochaines retraites se trouvait mon salon. Ce n'était pas une photo d'archive. C'était une photo tirée de l'annonce immobilière de quand j'ai acheté la maison. Restaurez votre esprit dans la nature sauvage du Colorado, disait le texte. Rejoignez-nous pour une immersion exclusive de 7 jours dans notre sanctuaire privé. Repas gastronomiques et méditation guidée et hébergement de luxe inclus. Faites défiler jusqu'aux dates, a dit Robert. J'ai fait défiler. Retraite du solstice d'hiver. 15 décembre au 22 décembre. Complet. Le 15 décembre était lundi prochain. Elle a vendu des billets pour une retraite chez moi et je murmurais. L'absurdité de la chose m'étouffait.
Sans me le demander. Sans même avoir de bail. Elle a un bail, a dit Robert. Ou plutôt elle a un document qui prétend être un bail. Elle l'a soumis à un prêteur pour petites entreprises afin d'obtenir un prêt de démarrage de 50 000 €. J'ai retiré le dossier. Il porte votre signature, Julia. Ou une très mauvaise falsification de celle-ci. Le monde a basculé. Ce n'était plus seulement un sentiment d'avoir tous les droits. Ce n'était pas juste une dynamique familiale toxique où les limites étaient ignorées. C'était de la fraude criminelle. Alexis avait falsifié ma signature sur un document juridique. Elle avait pris de l'argent à une banque sous de faux prétextes. Elle avait pris de l'argent à des clients. C'étaient de vraies personnes qui avaient payé 2 000 € chacune selon le site pour un service qu'elles ne pouvaient pas fournir. C'est pour ça qu'ils sont venus et je réalisais. Je parlais plus pour moi-même que pour Robert. C'est pour ça le camion de déménagement. Ils ne cherchaient pas seulement un endroit où dormir. Ils venaient s'installer. Ils allaient transformer ma maison en hôtel. Si ces clients se présentent lundi et qu'il n'y a pas de retraite, a dit Robert, Alexis risque de multiples chefs d'accusation pour fraude et vol par tromperie et falsification. Si vos parents étaient au courant et l'ont aidé à déplacer les meubles, ce que le camion suggère, ils sont complices. J'ai regardé à nouveau le site web. J'ai regardé la photo de mon sanctuaire volé et transformé en marchandise. J'ai regardé la photo souriante d'Alexis dans la section à propos de votre hôte. Elle se décrivait comme une guérisseuse visionnaire. C'était le coup de grâce. Je n'avais pas besoin de discuter de sentiments. Je n'avais pas besoin d'expliquer pourquoi je méritais de l'espace. Je détenais les codes nucléaires. Robert, ai-je dit d'une voix assurée. Envoyez tout ce que vous avez trouvé au procureur local. Envoyez une copie à la banque qui a émis le prêt. Êtes-vous sûr, a demandé Robert. Une fois que nous faisons cela, il n'y a pas de retour en arrière. Votre sœur pourrait aller en prison. J'ai pensé aux années d'abus financiers. Aux 45 000 € de dettes que j'ai payées. À la façon dont mes parents avaient annulé son bail en supposant que je la rattraperais. À la façon dont ils m'avaient appelé un monstre pour avoir protégé ma propre maison. Je suis sûr, ai-je dit. Faites-le. La famille est revenue 2 jours plus tard. La neige tombait en nappes épaisses et lourdes. La visibilité était réduite à quelques pieds. C'était le genre de temps qui rendait les montagnes dangereuses pour quiconque n'était pas préparé. J'ai d'abord vu les phares. 2 faisceaux faibles coupaient la tempête. Puis j'ai vu la voiture. C'était un grand véhicule de location garé devant le portail verrouillé. Mon téléphone a sonné. Numéro inconnu. Je l'ai ignoré. L'interphone a bourdonné. Je l'ai ignoré. Je me suis dirigé vers le panneau mural et j'ai allumé le moniteur. Ma mère au lit se tenait dans la neige. Elle appuyait sur le bouton de l'interphone à plusieurs reprises. Elle ne portait pas de manteau épais. Elle portait juste une doudoune à la mode qui était inutile face à l'altitude. À côté d'elle, Alexis était enveloppé dans une écharpe. Elle avait l'air pâle et terrifiée. « Julia, s'il te plaît. » La voix de ma mère a crépité dans le haut-parleur. Elle était faible et désespérée. « Nous savons que tu es là. S'il te plaît, réponds. » Je les ai regardées un instant. Elles avaient l'air petites. Elles avaient l'air pathétiques. La colère que je m'attendais à ressentir n'était pas là. Au lieu de cela, j'ai ressenti un profond sentiment de distance. C'était comme si je regardais des étrangers sur un écran de télévision. J'ai appuyé sur le bouton de conversation. « Que voulez-vous » Julia a sangloté ma mère. « Dieu merci. Écoute-moi. Nous devons parler. C'est une urgence. Je vous ai envoyé une mise en demeure, ai-je dit d'une voix calme. Vous êtes en violation de propriété. Nous savons. Nous savons, a dit Oli rapidement. Mais nous n'avions pas le choix. Les clients. Les invités de la retraite. Ils arrivent demain. Demain ? Ai-je demandé, bien que je le susse déjà. Oui, 12 d'entre eux. Ils ont déjà pris l'avion pour Denver. Ils louent des voitures. Ils seront là à midi. Alexis s'est avancé. Son visage était collé à la caméra. Elle avait l'air frénétique. Julia, s'il te plaît. Je n'ai nulle part d'autre où les mettre. J'ai dépensé l'argent de la compte.
Je ne peux pas les rembourser. Si j'annule, ils vont me poursuivre en justice. Je pourrais aller en prison. Tu aurais dû y penser avant de vendre des billets pour une maison que tu ne possèdes pas, ai-je dit. J'ai fait une erreur, a pleuré Alexis. J'essayais juste de construire quelque chose. Je pensais que tu me soutiendrais. Tu m'as toujours soutenu. Je t'ai soutenu. J'ai corrigé. Je t'ai conforté. Il y a une différence. S'il te plaît, a supplié Oli. Juste pour une semaine. Laisse-la juste organiser la retraite. Nous allons tout nettoyer. Nous te paierons. Nous te paierons avec les bénéfices. Sauve juste ta sœur. S'il te plaît, Julia. Si elle va en prison, cela tuera ton père. J'ai regardé mon père Jeffrey. Il était assis sur le siège du conducteur du véhicule. Il fixait droit devant lui. Il ne pouvait même pas regarder la caméra. Il savait ce qu'elle demandait. Il savait que c'était mal. Mais il était là de toute façon. Il conduisait la voiture de fuite pour la fraude de sa fille. C'était le moment. Le renversement de pouvoir. Pendant 30 ans, ils avaient détenu le pouvoir de l'approbation et de l'affection et de l'appartenance. Ils l'avaient balancé devant moi. Ils m'avaient fait sauter à travers des cerceaux pour le gagner. Maintenant la dynamique s'était inversée. Je tenais leur destin entre mes mains. Je pouvais ouvrir le portail. Je pouvais les sauver une dernière fois. Je pouvais être le héros. Et ensuite quoi? Ils n'apprendraient rien. Ils recommenceraient. Et je serais de retour dans la cage. L'appareil utile et le filet de sécurité qui les rattrapait à chaque fois qu'ils sautaient. Je ne suis plus votre police d'assurance, ai-je dit dans l'interphone. Julia ne fait pas ça, a crié Alexis. Nous sommes une famille. La famille ne vole pas, la famille, ai-je dit. La famille ne commet pas de fraude en votre nom. La famille ne vous utilise pas. J'ai pris un morceau de papier sur le comptoir. C'était le numéro de dossier que le bureau du procureur avait donné à Robert ce matin-là. Le numéro de dossier est 2-4C2, ai-je lu lentement. C'est le numéro de dossier de l'enquête pour fraude que le procureur a ouverte hier. Je leur ai transféré le bail que tu as falsifié, Alexis. Je leur ai transféré les captures d'écran du site web. La banque a déjà gelé le compte commercial. Sur l'écran, Alexis s'est effondré. Ses jambes l'ont lâché. Elle a sombré dans la neige. Oli a crié. Rentrez chez vous, ai-je dit. Retournez à Chicago et prenez un avocat et ne revenez jamais ici. Julia a gémi, ma mère. Tu ne peux pas. Tu nous tues. J'ai tendu la main et j'ai appuyé sur le bouton d'alimentation de l'interphone. L'écran est devenu noir. Le son s'est coupé. Le silence du chalet est revenu pur et absolu. Je ne les ai pas regardés partir. Je suis allé à la cuisine et j'ai préparé une tasse de thé. Je me suis tenu près de la fenêtre arrière. J'ai regardé la forêt et non l'allée. Je n'avais pas besoin de les voir partir. Je savais qu'ils étaient partis. Les semaines suivantes ont été un flou de formalités juridiques et de logistique. Mais le chaos est resté fermement de l'autre côté de la ligne de partage des eaux continentales. Robert s'est occupé du bureau du procureur. Je me suis occupé du silence. J'ai changé mon numéro de téléphone une dernière fois. J'ai supprimé mes comptes de médias sociaux. J'ai débranché le téléphone fixe. Le seul moyen de me joindre était par mon avocat ou en montant la montagne en voiture. Et après l'avertissement du shérif, je doutais qu'ils essaient à nouveau. Des nouvelles me sont finalement parvenues par le biais de Robert. Alexis faisait face à des accusations de crime. L'accord de plaidoyer sur la table comprenait une probation et une restitution et un casier judiciaire permanent. Elle et Alexander étaient poursuivis en justice par les 12 personnes qui avaient réservé la retraite. Mes parents avaient vendu leur maison en banlieue. Cela servait à aider à payer la défense juridique d'Alexis et la restitution. Ils déménageaient dans un appartement de 2 chambres. L'héritage qu'ils avaient essayé de protéger en me sacrifiant avait disparu. Il a été consumé par l'enfant même qu'ils avaient conforté. Je ne me sentais pas triomphante. Je ne me sentais pas justifiée. Je ressentais juste du soulagement. La couverture lourde et suffocante de l'obligation que j'avais portée pendant 30 ans avait enfin disparu.
Un soir de janvier, je me suis assise sur ma terrasse avec une tasse de cidre chaud. L'air était vif et propre. Il sentait le pin et le froid. La neige tombait doucement. Elle couvrait les traces du camion. Elle effaçait le souvenir de l'invasion. J'ai pensé à la famille que j'avais perdue. Ou plutôt à la famille que j'avais finalement admis n'avoir jamais vraiment eue. On nous apprend que le sang est plus épais que l'eau. Que la famille est tout. Que vous endurez n'importe quoi pour les personnes qui partagent votre ADN. Mais c'est un mensonge dangereux. La biologie est un accident. La loyauté est un choix. Vous ne devez pas votre vie aux personnes qui vous l'ont donnée si elles ne vous apprécient que comme une ressource. Couper les ponts n'était pas un acte de guerre. C'était un acte de préservation de soi. C'était la seule façon d'arrêter l'hémorragie. J'ai regardé la vaste nature blanche qui entourait ma maison. C'était calme. C'était paisible. Et pour la première fois de ma vie, c'était à moi. Si vous avez déjà eu à vous sauver des personnes qui étaient censées vous protéger, partagez cette histoire. Vous n'êtes pas seul.